Bienvenue dans le podcast OVNI Capital. Je suis Marie Houtier, General Partner, et aujourd'hui, on est en direct dans la baie de San Francisco pour ce premier épisode très spécial et en compagnie de pas une seule invitée, mais 3 invités. Donc, on a la chance d'avoir Claire, Jane et Anto, qui ont toutes été fondatrices. Jane, maintenant, tu es retournée dans le monde étudiant. Tu vas nous en parler un petit peu. Et on va pouvoir parler de Y Combinator. On va parler de ce que c'est vraiment de partir aux États-Unis et pas seulement d'en rêver depuis la France, des levées de fonds, de l'ambition et de tout ce qui est l'envers du décor de cette aventure entrepreneuriale made in the USA. Donc, merci beaucoup d'être là. Je suis ravie, les filles, de vous avoir toutes les 3. Et la première question que j'avais, c'était vraiment parler du moment, parce que ça commence toujours par un billet d'avion quand même, de venir ici. Donc, j'aimerais juste que vous revenez au moment où vous vous êtes lancé, c'est-à-dire que vous êtes parti aux États-Unis. Et est-ce que vous pouvez juste rapidement présenter ce que vous faites aujourd'hui? Claire, en commençant par toi. Ok. Donc pour me présenter, moi je suis fondatrice de Nao. Et Nao, c'est Cursor pour les équipes data. Donc c'est un AI code editor pour aider les équipes data à écrire du code sur de l'analyse de données, la construction de pipeline data. Et pour enchaîner avec comment je suis arrivée aux États-Unis, c'était via Y Combinator. Donc on a postulé en janvier un peu. De cette année, en 2025? Ouais, janvier 2025 pour le batch qui commençait en avril. Un lundi, on a reçu le mail pour l'interview et le mercredi, on était pris et on devait partir quoi, pour 4 semaines plus tard. Quoi. Mais l'interview, tu l'as fait à distance ou tu l'as Ouais, fait? l'interview a été à distance, c'est 10 minutes d'interview où tu joues ton entrée à Westy, quoi. Et comment tu l'as vécu, en fait, d'être prise aussi rapidement? Euh, je pense qu'il y a une partie de moi qui pensait qu'on allait y arriver, donc je m'étais un peu préparée mentalement à ce qu'on irait là-bas. Et en fait, même si on n'avait pas Westy, on réfléchissait à venir à San Francisco parce qu'on était persuadés que c'était là où il fallait qu'on soit. Donc, avec ou Pourquoi? sans Westy, on venait. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête? Parce qu'en gros, nous, on crée un outil qui est un peu avant-gardiste, on va dire. C'est intégrer l'IA dans les workflows des équipes data, qui aujourd'hui est très naissant en France Mmh. et qui est quand même un peu entamé déjà aux États-Unis. Donc pour nous, c'était le marché où il fallait être. C'est là où il y a le playground des nouvelles solutions et il faut qu'on soit dans ce playground, quoi. La NBA des startups. Ouais. Est-ce que tu étais déjà venue à San Francisco avant de... Non, jamais. OK. Tu étais déjà venue aux États-Unis? Ouais, États-Unis, mais jamais SF. OK, super. Jane, je veux bien que tu nous expliques aussi, toi, le moment où tout a été déclenché pour toi. Ouais, on parle du billet d'avion ou du moment? Du billet d'avion, est-ce que je peux Ouais. quand même dire, moi, je t'ai rencontrée parce que j'ai backé ta première boîte. Tu es sortie d'école de commerce et ensuite tu as monté une start-up avec 2 autres fondatrices qu'on embrasse très fort, Mathilde et Aïllon, qui étaient dans la santé de la femme. Et donc, à un moment donné, tu as une nouvelle qui change un peu le reste de ta trajectoire. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, complètement. Donc en gros, j'ai été acceptée en MBA à Harvard, programme dont je rêvais depuis très, très longtemps, et pour des raisons personnelles, j'avais aussi envie d'être aux US. Et du coup, décision très difficile à prendre, mais le mieux, c'était que moi, je quitte mon rôle opérationnel et que je me mette sur un rôle d'advisor. Donc je suis encore advisor chez Omena, mais j'ai plus mon rôle de CTO au quotidien, quoi. Et donc maintenant, ça fait 1 an que je suis en MBA, donc j'habite à Boston. Et là, pour l'été, je suis à SF, donc en stage de nouveau. C'est marrant de passer de CTO à élève à stagiaire. Mais c'est bien et c'est hyper intéressant de travailler pour des jeunes. Je travaille pour une boîte qui s'appelle Vera Health. C'est 2 Français d'ailleurs, de à peu près mon âge. Et de voir que, eux sont dans la position dans laquelle moi j'étais chez Omena il y a 5 ans. Donc, ils ont la vingtaine, ils sortent d'école. Exactement. Eux ils ont fait des écoles différentes, mais ensuite ils se sont rencontrés en MIT en master et ils ont lancé Vera Health juste après. Super. Et toi, Anto? Moi, j'ai cofondé Lago, donc c'est une plateforme open source qui permet de monétiser pour des sociétés comme Mistral, Laravel, Grok, etc. On a créé Lago il y a 3 ans. Moi, j'avais toujours eu l'ambition de créer une boîte globale, avec vraiment une boîte logicielle. Je dis ça parce que j'étais la première employée de Conto, qui est une super boîte européenne, mais comme c'est régulé, comme c'est du bancaire, c'était dur d'avoir des utilisateurs partout dans le monde, from day one, et même maintenant, c'est pas encore le cas. Et on s'est dit avec mon cofondateur, on veut vraiment avoir un produit software avec des utilisateurs qui nous utilisent partout dans le monde. Et on s'est dit que San Francisco, c'était vraiment là où il fallait être. En revanche, moi, je connaissais relativement bien les États-Unis puisque mes grands-parents habitaient San José.
Ah, super. Donc, à 1 heure de San Francisco. J'avais même une green card quand j'étais petite. Et ensuite, je l'ai perdue parce que c'est une longue histoire. Mais T'es venue beaucoup ici, du coup, je suis pendant venue ton beaucoup enfance? ici. J'ai passé beaucoup d'été ici. Tu parlais déjà couramment anglais avant. J'ai un peu perdu. Déjà, mes grands-parents étaient immigrés vietnamiens, donc ils parlaient pas très bien anglais. Donc on parlait pas forcément anglais avec eux. Mais j'étais venue souvent et mes parents avaient fait beaucoup de choses pour que justement je garde cette green card que j'ai perdue pour pouvoir revenir quand je le souhaitais. Donc je me suis toujours dit qu'à un moment j'allais le faire. J'ai aussi travaillé pour une start-up de YC avant de rejoindre Conto, puis avant de fonder Lago. En quelle année, du coup? Je sais plus, 2014, je crois. Ok, intéressant. Donc, c'était à l'époque où YC avait des petits batchs, parce que maintenant, je crois que c'est 300 fondateurs. 150 startups. Mon CEO était dans un batch où il y avait, je pense, 17 startups. Dans le batch où il y avait Airbnb, d'ailleurs. Donc, oui, ça remonte. C'était encore assez confidentiel, Y Combinator. Et je me suis dit, un jour, peut-être que je le ferai moi-même. Génial. Donc Donc voilà. 7 ans plus tard, en 2021. C'est ouais, 7 ans plus tard. Effectivement. Ok, j'ai plein de questions, mais je veux parler un tout petit peu de ton background, Anto. Donc toi, tu étais chez Conto, mais avant ça, tu es parti au Vietnam, je crois, pour essayer de monter une start-up aussi là-bas. J'ai commencé par... j'ai travaillé 3 ans dans les télécoms. Moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment l'intersection technologie, business, sustainable business et pas juste ONG, et impact social. Et du coup, j'ai travaillé dans tout ce qui est mobile money pour les personnes non bancarisées, donc en Afrique subsaharienne, pour lancer des nouveaux services du type M-Pesa au Kenya. Sauf que moi, je l'ai fait au Congo. Donc voilà, ensuite, pour des raisons... c'était quand même... Franchement, très dur d'être la seule femme expat à Kinshasa. Pendant combien de temps t'as fait ça? Il y avait un graduate programme d'1 an. Super. Et j'ai décidé de pas rester. Je suis rentrée à Paris. Je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Et j'ai eu une offre de McKinsey. Donc, du coup, j'ai fait du conseil. C'était hyper enrichissant. Je déteste faire des slides. T'es pas obligée de mentir. Non. I feel you, Anto. Non, je déteste faire des slides. C'était super enrichissant. T'inquiète pas, il y a personne qui va venir te chercher. T'es aux États-Unis, t'es safe. Je déteste faire des slides, en fait. C'est vraiment, même aujourd'hui, je déteste faire des slides pour les lever. J'adore mon cofondateur parce que je fais la story, il fait les slides. Mais tu sais le faire, donc, parce que tu as appris à le faire. Donc, je au moins, tu sais as la le skill. faire. Je sais structurer. Alors, je déteste bouger les box. Alors, il y a des outils AI qui le font à peu près aujourd'hui. Il faut savoir que chez McKinsey, il y a toute une équipe en Inde qui fait les slides pour nous. Donc, on les dessine et ensuite, ils les font. Donc, on n'apprend pas forcément à bien bouger les box. C'était l'AI avant l'AI. J'ai des traumas. J'ai des images qui me reviennent de mon passé quand mon cofondateur qui travaillait chez Apple pendant 10 ans il s'appelait lui-même le slide monkey parce qu'il était obligé de faire des slides. Et donc, quand je faisais les box et je les faisais pas au bon endroit, il me disait c'est pas possible, faut recommencer. Non, mais je sais faire, mais c'est pas ça m'apporte pas beaucoup d'énergie, quoi. Si on parle en termes d'énergie. Et ensuite, j'ai travaillé pour eFounders au tout début. Donc, on était tous... Si, j'ai travaillé pour Mailjet. C'était une des premières startups à la Série A. Donc, eFounders, juste pour expliquer, c'est Exa maintenant, oui. Ouais, ça s'appelle Exa maintenant. Le startup studio B2B SaaS, mais vraiment au tout début, c'était un sombre truc au 4 bis rue du Sentier, où il y avait Aircall, Mention, Front qui commençait aussi. On était dans des sombres bureaux là, donc on était tous là. Donc 2015, ou 2014 peut-être. Je pense 2012, ça. Ah oui, carrément, vraiment au début. Donc Vraiment au début. Je me souviens quand je suis partie de McKinsey, il y a la partenaire qui était entre guillemets mon manager, qui m'a dit, est-ce que tu as une fiche de paie? Parce que c'est vraiment... Comment tu as fait? C'est quoi la transition entre McKinsey et ça? Je me suis dit, ce que j'adore, c'est mêler la stratégie et l'exécution, puisque la stratégie seule, en mode, tu donnes un deck de, je sais pas combien, de 100 pages à la McKinsey, et ensuite, t'es déresponsabilisé de l'exécution. Il y avait quelque chose qui me gênait dans cette démarche. Et je me suis dit, un des seuls endroits où on peut mêler stratégie, exécution et ownership, du coup, c'est les startups. En 2012, du coup, t'avais déjà cette notion que les startups, c'était un truc... Je pense, et il y avait vraiment le côté exécution qui, moi, m'avait... dans les pays émergents, comme il y a un manque de ressources et de talents, etc., on te donne tout de suite beaucoup de responsabilités.
Et du coup, je me suis dit dans les startups, ça allait être pareil, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu as eu quand même une aventure qui est assez longue entre ta première exposition au monde des startups, parce que c'était en 2012, même à YC, puisque tu as travaillé pour une boîte qui a fait YC en 2014, et finalement 2021. Donc, tu as bossé chez Conto entre deux, tu étais une des premières employées, tu as scalé le revenu là-bas à des millions de dollars. Et quel a été le trigger? C'est quoi le moment de bascule où tu t'es dit, c'est moi, j'y vais? En fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais je me suis toujours dit que j'étais pas prête. Et je me suis toujours dit, il faut bosser pour une boîte, série A. Après, qu'est-ce que j'ai fait? L'autre boîte de YC s'appelle Weebly, a été achetée par Square. C'était série B. Ensuite, Conto, c'était pre-everything. Et à un moment, je me suis dit, en fait, c'est quoi le next step? C'est pre-IPO pour faire tout le cycle, mais en fait, ça va pas vraiment m'apprendre Ouais. à monter une boîte. J'ai eu la chance d'être super bien entourée aussi de mes anciens boss qui m'ont souvent dit franchement, vas-y, fonce, c'est fait pour toi. Donc ça, c'était incroyable. Mais je me suis dit, j'aurais jamais fini, quoi, en fait, de toujours me chercher des excuses pour pas le faire. Donc voilà, je me suis dit, il faut le faire maintenant. Donc, tu as mis 9 ans et après, tu t'es dit, j'y vais. Je me suis dit, j'y vais. Il y avait aussi, c'est marrant, mais il y avait beaucoup de VC qui venaient vers moi pour me dire, est-ce que tu veux pas être VC? Je me suis posé la question et je me suis dit, en fait, j'aurai l'énergie pour être VC plus tard, mais je suis pas sûre d'avoir encore l'énergie pour être fondeur plus tard. Parce que ça demande une telle énergie, je pense. Et je me suis dit, je serais peut-être un meilleur VC en ayant fondé une boîte. C'est un bon point. Ce qui est pas forcément vrai, d'ailleurs. Je pense qu'il y a des VC qui ont des très bons returns sans jamais avoir été fondeur. Mais je me suis dit, dans ce sens-là, c'était mieux. J'ai fait un peu de co-founder dating pendant 3-4 mois avec des personnes que je connaissais pas vraiment. Ça n'a pas vraiment marché. Jusqu'au moment où j'ai pris une bière avec mon cofondateur actuel qui était avec moi chez Conto. Et où tout paraissait, ça fait vraiment rom-com de fondateur, mais tout paraissait vraiment évident. Et je me suis dit, mais c'est lui. et voilà. Mais quoi. après beaucoup d'échecs, c'est ce que tu dis. Et du coup, je vais faire le parallèle avec toi, Claire, parce que toi aussi, tu as travaillé pendant 9 ans avant de te lancer. Ouais, franchement, je m'entends parler quand tu parles. Ça me faisait vraiment penser à ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, parce que toi, tu as aussi fait BCG, tu as fait aussi BPI. Je me suis arrêtée à la série A, moi, sur les expériences. Mais toi, tu as fait aussi Singapour. Donc, tu es partie à l'étranger aussi, en dehors. Là, on est aux États-Unis aujourd'hui pendant ce podcast, mais tu as eu aussi l'expérience de l'Est. Donc, juste raconte-nous un petit peu juste cette trajectoire jusqu'à Now Labs. Ouais, en fait, je pense que moi, ma première exposition au monde des startups, c'était vraiment à Singapour. C'était mon tout premier stage et j'étais chez Rocket Internet. Donc, pour les anciens, c'est un startup studio qui était assez reconnu dans les années 2016. C'était connu, on peut le dire, hein, c'était deux frères qui copiaient en fait des choses qui avaient bien marché à l'étranger et qui en faisaient une copie et qui, qui copiaient ça dans des pays émergents ou en Europe. Exactement. Et donc, du coup, moi, j'étais dans ce startup studio-là et je trouvais ça vraiment passionnant d'avoir autant de responsabilités, d'aller aussi vite et surtout d'être entourée avec autant de gens brillants. Enfin, je regardais les fondateurs, c'était que des gens brillants. Et donc, je m'étais dit, moi, je veux faire ça, je veux monter une startup. Mais comme toi, je me disais, mais en fait, là, j'ai rien à apporter, je peux pas faire ça maintenant. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais d'abord essayer d'acquérir des hard skills. Moi, j'étais en école de commerce, donc les hard skills, elles sont un peu dures à trouver. Mais c'était l'année où mon école a commencé à faire un programme data science. Donc, je me suis lancée dans ce programme. C'était la première fois qu'il existait. Et ça m'a permis de commencer à apprendre à coder grâce à ce programme. Mais aussi, c'est ça qui m'a fait dire, il faut que j'apprenne encore plus de compétences avant de pouvoir me lancer. Donc, je suis allée au BCG pour... peut-être si je reprends l'histoire. Donc, à ce moment-là, en fait, je savais que je voulais monter une startup et j'ai juste créé un rétro-planning de OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour monter une startup. Working backwards, comme dirait Amazon. Voilà, c'est son petit discuter. Et donc, je m'étais dit, OK, first step, avoir des compétences techniques. Second step, voir commencer de monter une startup de l'intérieur, quoi. Donc, du coup, je vais au BCG pendant 3 ans. Au bout d'un moment, je plateau un peu sur mes compétences techniques. C'était soit je restais career track conseil, soit je partais. Et donc, je me dis, OK, c'est le moment d'aller voir une startup. Et donc là, je cherchais vraiment la startup la plus early possible pour voir comment c'était au début. Et en fait, je me souviens sur Crunchbase, je vois la levée de fonds de Sunday qui fait du paiement par QR code. Et j'avais pas mal baroudé en Chine pendant mes années Singapour, donc ça me parlait pas mal. Donc j'ai juste reach out au COO de l'époque. Et du coup, je suis devenue Head of Data chez eux de la seed à la série A, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que les Américains ils disent beaucoup if you don't ask, you don't get. Si tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas. Et je crois que Anto, toi, tu étais la première employée. Est-ce que tu as aussi contacté directement le CEO ou comment ça s'est passé pour trouver ce job? J'ai alors il y a mon cofondateur s'appelle Rafi Sarkissian et il y a un autre Rafi, il s'appelle Rafi Cambert qui est aussi VC et qui était partenaire chez Adven, que je connaissais parce qu'il était au board de Mailjet, une des startups dans lesquelles j'avais travaillé, qui m'a dit qu'il y avait deux personnes qui montaient une banque pour les pros. Et c'était Alex et Steve. Et je me souviens, Rafi avait reach out à Alex, qui lui avait dit, franchement, c'est trop tôt, on ne sait même pas encore vraiment ce qu'on va faire. Et du coup, j'avais, entre guillemets, été rejected par Alex. Et entre-temps, j'avais ajouté Steve sur LinkedIn. Et Steve m'avait répondu, il m'avait dit, viens passer au bureau. Et du coup, moi, J'y allée. Pourquoi pas. Deuxième chance. J'y suis allée et je leur ai dit, on peut faire un peu du user research tous les trois. Je ne demande même pas à être payé ou quoi que ce soit. Voyons déjà si on aime bien travailler ensemble, si le sujet est intéressant. S'il y a même une opportunité, parce que Conto, ça paraît évident maintenant, mais on a eu énormément de mal à lever des fonds. Enfin, c'était pas évident, quoi. C'était vraiment pas un consensus deal. Donc le positionnement, etc., était encore à trouver. Et du coup, j'ai un peu bossé avec eux avant qu'ils décident de le faire. D'accord. Et toi, du coup, Jane, je trouve ça vraiment intéressant parce que là, on vient de parler de 2 exemples de personnes qui ont travaillé pendant 9 ans. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans et demi avant de monter ma start-up. Maintenant, je suis VC. Mais j'avais un peu ce même parcours, même si c'est pas pareil que vous, et on en reviendra. En préparant l'interview, je me suis rendu compte que vous avez toutes fait la Ivy League française. Vous le savez peut-être pas, mais il y a l'ESSEC, l'ESCP, HEC, Polytechnique, et aussi Télécom Paris, puisque toi, tu étais CTO et donc tu as un diplôme d'ingénieur aussi. On en reviendra après, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre quelle place ça a joué, en fait, selon vous, dans vos parcours. Mais toi, Jane, du coup, tu renverses un peu ce modèle-là, puisque tu n'as pas eu besoin de construire cette confiance en toi, en fait, pour y aller dès la fin des études. Tu peux nous expliquer un peu le process de pensée? Ouais, tout à fait. Donc à ce moment-là, j'étais à HEC parce que j'avais fait un double diplôme entre Télécom et HEC. Et j'étais dans la majeure entrepreneur en dernière année. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire semblant de lever une boîte, enfin de monter une boîte parce que c'est ce que tout le monde fait et de toute façon, on est obligé. Mais tu es ingénieur, toi, à la base. Moi, je suis ingénieur. Donc tu as fait un double diplôme pour acquérir des compétences business. Exactement, la double casquette dont on parle toujours. Ouais, tout à fait. Et puis j'avais l'occasion de le faire depuis Télécom. Bon, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. J'ai postulé, j'ai été prise et après, je me suis dit, bon, je vais pas refuser ça. Donc, j'y suis allée. Et finalement, c'était une super bonne décision vu que c'est là que j'ai rencontré Mathilde et Ayon. Et donc, on a commencé un peu à travailler sur ce projet. On a commencé à travailler sur la ménopause parce que nos mères l'avaient traversée récemment et qu'on s'est dit, bon, c'est dingue quand même, toutes les femmes la traversent, c'est 400 000 nouvelles femmes par an qui entrent en ménopause, sachant que ça dure 7 ans, il y a beaucoup de symptômes, etc. Et pourtant, il n'y a quasiment pas de solution, ça intéresse pas trop les gynécos qui sont quand même les médecins en théorie de référence pour la ménopause. Et donc, je sais pas. Enfin, semaine après semaine, mois après mois, et c'était encore pendant le Covid, on a commencé à vraiment se passionner du sujet et on a fait plein de user tests. Et on s'est retrouvés à un moment à travailler dans le sous-sol de Nabla, qui vient d'ailleurs de lever 70 millions, je crois. Félicitations à Delphine et à ouais, tout Alex. à fait. Et toi, tu as peut-être investi en tant que business angel, Non, sais pas. Malheureusement, je n'avais pas encore vendu ma boîte à l'époque. Ça aurait été mon rêve, c'est ma plus grande déception. On les embrasse. C'est pas trop tard, tu peux toujours investir, mais le Pas return une bonne sera pas le valorisation, même. désolée. Ouais. Ship has sailed, comme on dit. Donc il y avait une fille dans notre master qui travaillait chez Nabla en part-time et je sais pas comment ça s'est fait, mais bref, on s'est retrouvés à travailler dans leur sous-sol et chaque 2 semaines à peu près, on déjeunait avec Alex Lebrun, donc le CEO. Et à un moment, je sais pas, un mois avant la fin des cours, il était en mode mais si vous levez des fonds, moi je mettrai un ticket. Et on s'est dit quoi ? On peut lever des fonds avec ce qu'on a ? C'est quoi cette histoire ? Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était vraiment possible. Donc là, il n'y avait pas eu trop de rétro-planning de ma part. Moi, j'étais en mode bon, bah, il va falloir que je postule à l'ETAF parce que je dois être payée en septembre, quoi. Et finalement, tout s'est fait très très vite. On a fini les cours, je crois, le 26 juin. Le 30 juin ou le 1er juillet, on commençait à Station F. La boîte était créée et 3 semaines plus tard, je pense qu'on avait la levée, donc 400 000 € sur notre compte. Donc, je sais pas exactement si c'est du ask for it, parce que là, Alex nous gave it to us. Mais je pense que la conclusion de ce truc-là, pour moi, c'était il faut un peu créer d'entropie dans ta vie, rencontrer plein de monde, accepter les bureaux dans le sous-sol de la boîte que tu connais pas. Je sais pas, il y a une chance sur 100 que ça donne quelque chose de cool, mais dans ce cas-là, ça a marché, quoi.
Et je voulais du coup enchaîner sur quelle place. Alors moi, j'ai fait une école de commerce aussi, mais pas de celle-ci. Et j'ai déménagé en Angleterre de toute façon quand j'avais la vingtaine, donc ça n'avait aucune espèce d'importance, parce que si on n'a pas fait Harvard ou Cambridge ou Oxford, ça n'existe pas. Quelle place ça a joué pour vous, au-delà des logos, d'avoir ces écoles qui sont des Ivy League? Et toi, tu as fait Harvard en plus, donc tu les as peut-être presque toutes. Quelle place ça a joué, au-delà des logos, dans votre vie, d'avoir fait ces écoles-là? Ouais, bah, je peux peut-être commencer parce que j'ai pas très bien répondu à ta précédente question, mais j'y venais, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. T'inquiète pas. Qui était que donc c'est grâce à HEC que j'ai rencontré mes cofondatrices et que j'ai pu monter notre boîte. Et je pense pas que Alex nous ait proposé de nous donner des fonds parce qu'on venait d'HEC, mais je pense que ça a un peu compté quand on allait voir d'autres business angels où les business angels, c'est des réseaux. Et d'ailleurs, Marie a investi chez nous après un call de 30 minutes, je crois. Et c'est vrai que quand on blurb, c'est trois femmes de jeunes graduates d'HEC lèvent des fonds. Je pense que ça attire peut-être un peu l'attention. Donc moi, c'est peut-être ma théorie que ça nous a un peu aidé à lever des fonds. Et ensuite, je pense qu'aussi pour l'outreach en B2B, etc., c'est sympa d'avoir le réseau HEC derrière nous. Et la marque aussi un petit peu. Mais donc c'est plutôt ça, c'est quasiment du branding, quoi. Je pense plus qu'en termes de compétences pour moi, ou en tout cas dans mon expérience chez Omena. Et toi, Claire? Ouais, moi, je dirais que donc moi, j'étais à l'ESSEC et je pense que je peux pas nier que ça m'a ouvert des portes, que littéralement, les gens n'auraient pas regardé mon CV, je pense, s'il n'y avait pas écrit ESSEC dessus. Après, je pense que ce qui est un peu particulier, c'est que moi, je me suis tout de suite dirigée vers la data, qui est un secteur où, à l'époque, il n'y avait pas du tout de gens d'école de commerce. Donc moi, par exemple, je suis rentrée au BCG Gamma, j'étais la première d'école de commerce à venir au BCG Gamma, quoi. C'était que des X centrales dedans. Intéressant. Et donc, en fait, moi, ça m'a quand même collé une étiquette de la fille d'école de commerce, là où je voulais être très technique. Et même aujourd'hui, je pense que c'est une image dont j'ai du mal un peu à me défaire. Et c'est vrai qu'en fait, tout ce que je connais, tout mon savoir-faire technique, je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris moi-même ou sur le terrain. Donc, ouais, il y a un peu une ambivalence. Clairement, ça m'a ouvert des portes, mais ça aussi m'a mis une étiquette dans laquelle c'est aujourd'hui encore t'as dû dur de sortir. Ouais. Et toi, Anto? Moi, j'ai grandi dans une famille qui m'a poussée vraiment fallait avoir les bons diplômes, etc. Mais si c'était à refaire, je pense que je passerais pas autant de temps à faire des études. Mais vraiment. Ouais. Je pense que Tu ferais quoi différemment? Je pense que j'apprendrais à coder ou vibe coder ou whatever, mais j'irais direct après le bac. Je pense que je vois pas trop. J'essaierais de faire des choses concrètes. Je pense que moi, par exemple, la prépa, j'ai adoré parce qu'intellectuellement, c'était très intéressant. T'as fait une prépa HEC, du coup? J'ai commencé par une Hippocagne et après, j'ai switché. Mais après l'école, j'ai rien appris. C'était horrible intellectuellement. C'était hyper fun, mais c'était intellectuellement très pauvre. Et ensuite, dans les entreprises, j'ai appris plein de choses, mais rien qui s'applique à l'entrepreneuriat. Donc voilà, si c'était à refaire, honnêtement, je le referais pas j'irais direct à 18 ans, quoi, après le bac. Vous pensez qu'on peut réussir sans avoir fait ce genre d'école? Ouais, à 100%. Et pour donner des exemples, là, dans notre batch, il y a des gens qui sont au lycée. Donc, À Y Combinator? Oui. Après, je pense que c'est... il faut faut trouver d'autres façons, en fait, d'apprendre, de mûrir. Et du coup, il faut avoir ça en soi, il faut savoir le trouver en soi, quoi. Et quelle qualité vous pensez qu'il faut absolument avoir, justement, pour être fondatrice et fondateur? Moi, je dirais que c'est la volonté de tout le temps apprendre et se remettre en question en permanence, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'aller dans l'entrepreneuriat, c'est parce que le cycle d'apprentissage est infini, quoi. Mais oui, je pense que c'est la première qualité. Jane? Je suis en train de réfléchir. Je crois que le premier truc qui me vient, c'est juste get things done. Et quand ça marche pas, de recommencer. Donc en gros, je sais pas exactement que serait l'adjectif. Les Américains, ils disent grit. Je pense que ça décrit assez bien le truc. La détermination, l'espèce d'acharnement positif. Exactement. Parce que tes compétences, il y a une chance qu'elles aident pour ta boîte. Et je trouve ça que tu lèves des fonds en général, surtout en early stage. Tu lèves surtout à cause de grâce à la cohérence entre le marché sur lequel tu es et l'équipe. Mais globalement, tu vas devoir apprendre plein de trucs et ça va être dur et tout le monde va te dire non tout le temps. C'est vraiment rude. Et du coup, si t'as pas ce caractère un peu de grit, c'est assez dur à vivre et je sais même pas si ça marcherait. Je pense un truc que je vois en commun avec tous les fondeurs, c'est ils veulent tous maximiser leur growth.
personnelle et celle de leur boîte. Et je pense qu'on se dit tous, c'est pas grave si ma boîte marche pas, bien sûr, on veut qu'elle marche, mais du moment que j'ai tout fait, en fait, et que j'ai tout fait pour maximiser les chances de mon projet, en fait. Et je sais que dans ce chemin-là, je vais apprendre plein de choses et j'aurais appris, je sais pas, 1000 fois plus de choses en un an que en travaillant chez Google, par exemple. Et je pense qu'on a tous un peu ça en tête. On se dit, on a une chance incroyable de pouvoir tenter des choses, donc autant maximiser l'impact, quoi. Ouais. J'ai envie de parler un peu de SF puisqu'on y est. C'est un lieu un peu unique. C'est un mélange de Disneyland où il y a des contes de fées qui se réalisent, mais aussi beaucoup de choses dont on ne parle pas. Il y a aussi une culture du hustle, comme on dit, donc de travailler énormément. En commençant par toi, Anto, donc toi, tu as levé 22 millions avec First Mark Capital, c'est ça, mais pas tout de suite parce que tu as eu, en fait, la période de YC, vous aviez levé un peu de fonds au début, vous avez eu, je crois, un pivot entre deux. Et on réécrit toujours les histoires en disant c'est super, c'est une boîte qui a levé 22 millions from the get-go, c'était une employée de Conto, mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé exactement. Il y a dû avoir pas mal de roller coasters, enfin, beaucoup de montagnes russes entre les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement l'aventure ? Oui, bien sûr. Avant d'incorporer la boîte, en fait, on avait levé un 600K avant même d'avoir applied à YC ou avoir incorporé. Nos anciens managers, enfin un peu tout le monde, quoi. Enfin, du Love Money, ça s'appelle comme ça peut-être ? Love Money, oui, c'était vraiment l'argent de fans, enfin de gens qui ont compté dans ta première carrière. C'était incroyable. Je recevais des textos de tu montes une boîte, je vais investir 100K. C'est super. C'est génial. Ensuite, on a été pris à YC, donc j'ai un peu regretté d'avoir fait cette première levée, puisque dès que tu es prêt à YC, t'as valorisation. Expliquez le modèle de YC. Qu'est-ce qui se passe quand t'es pris ? Y Combinator investit $125 000 et prend 7% en simplifié. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que ta valorisation du jour au lendemain, ta boîte n'a pas changé, mais elle fait fois 3, fois 5, peu importe, mais beaucoup, quoi. Et ta boîte est incorporée aux États-Unis, tu es obligé de faire un Delaware flip. Exactement. Donc après Demo Day, on a fait YC sans produit, donc on a un peu cherché un produit à lancer. Pourquoi t'as été prise, tu crois ? Je pense qu'on avait pitché un truc pas trop mal avec Rafi. Donc on est dans le pays où la vision est quelque chose qui peut t'unlocker des portes. Tout à fait. Il avait fait un Figma prototype, vraiment bien fait. On avait l'impression que c'était un vrai produit. Donc vous avez quand même quelque chose à montrer, tu vois. Oui, on avait ça à montrer, mais c'était vraiment sur Figma. On avait une waiting list, enfin que des choses qui peuvent se monter très rapidement. Je pense que c'était la cohérence du pitch, très honnêtement. Et ensuite, après le Demo Day, on a levé 3 millions avec pas de revenus, à peine quelques users, etc. Après, on s'est dit que c'était pas une bonne idée et on a pivoté. Et à ce moment-là, on avait encore beaucoup d'argent, mais je me suis dit, on va faire quelque chose d'open source. Donc, c'est Lago aujourd'hui, donc open source usage metering and billing. Et je savais pas quand est-ce qu'on allait monétiser. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut relever des fonds au cas où on prend beaucoup de temps à monétiser. Par exemple, MongoDB, qui est un grand exemple open source, a pris énormément de temps à monétiser. Et donc là, on a relevé 4 millions ici. Et avec la fondatrice de MongoDB. Entre autres, oui. La première employée. Qui était donc une Américaine ? Une Américaine, oui, Megan, tout à fait. ça. Exactement. Et aussi un fonds ici qui s'appelle SignalFire, qui est très DevTool. Et c'était de loin, je pense, la levée la plus dure. Ça se passe comment quand tu es Rafi, les Français aussi, vous étiez à Paris avant ? Tout à fait. Ouais. Comment ça se passe quand vous essayez de pitcher des Américains ? Est-ce que tu te rappelles en fait des premiers pitchs ? Et t'en as pitché combien ? Parce que Claire, je sais que tu as pitché 100 investisseurs, j'aimerais qu'on en parle juste après, mais ça serait intéressant de comprendre. J'en ai, je pense, pitché quelques dizaines, donc je suis très dans la segmentation des gens à qui on pitch. Je pense qu'il faut se dire que c'est des gens les Américains apprennent à pitcher dès le plus jeune âge. Donc moi j'ai un peu la combinaison de tout, quoi. J'ai la combinaison de je suis pas américaine, en l'anglais c'est pas ma langue native, je suis élevée dans une culture asiatique donc on se met pas en avant. Donc t'as le ticket gagnant. Donc j'ai vraiment le ticket gagnant. Donc il fallait vraiment se préparer psychologiquement. À chaque fois je me disais qu'est-ce qu'un tech bro va dire à ta place à ce moment-là. Et je me suis dit ok, lui il va dire ça, ok je vais dire ça. Tu t'es entraînée devant le miroir et tout ça, ou c'était quoi ton process de préparation ? Pas vraiment devant le miroir, mais j'ai YC dit qu'il faut prendre des fonds en fait avec qui t'as pas très envie de lever ou il y a peu de chances que tu lèves pour t'entraîner. Et je pense que ça t'entraîne beaucoup de le faire en live. Et tu l'as fait sur 10 fonds ?
Je l'ai fait, oui, je pense, sur une dizaine de fonds. Oui. D'accord. Et toi, du coup, Claire, tu as pitché 100 fonds. Donc, tu viens de sortir de YC, tu viens de sortir des 3 mois. Toronto, c'était en 2021. Donc là, c'est tout frais, fresh off the runway, comme disent les Américains. Tu peux nous parler aussi de Demo Day. Donc, Demo Day, ce fameux jour où toutes les startups du batch, donc 150 startups, doivent aller pitcher devant le gratin des investisseurs de la Silicon Valley. Comment tu te sens? C'est une expérience assez étrange parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il doit y avoir 3 investisseurs pour chaque start-upper, de Y Combinator, quoi. Tu arrives devant Y Combinator, tu as une foule de gens qui font la queue. En fait, c'est que des investisseurs. Toi, tu leur passes devant comme à la Fashion Week. C'est assez marrant. J'adore. Et Mais en moins classe parce qu'on est dans la Silicon Valley. oui, c'est vrai. C'est plutôt des t-shirts et des baskets, on va se Ouais, cacher. c'est ça. Faut pas être trop bien habillé d'ailleurs parce que c'est un signal négatif. Ouais, effectivement. Mais ouais, donc c'est assez étrange comme ambiance et surtout, il y a des gens qui viennent du monde entier, qui ont pris un vol, d'Europe, d'Inde, du Japon pour venir ici, juste pour, ce jour-là, quoi. Donc c'est assez, impressionnant de voir autant d'investisseurs. Tu commences, il y a un pitch de Gary Tan, le CEO de YC, qui explique aux investisseurs qu'ici, c'est le meilleur produit financier qu'ils pourraient trouver et qui remet tous les, ROI, de YC. Donc c'est assez, impressionnant de voir à quel point YC market ça auprès de leurs investisseurs. Et après, en tant que founder, du coup, bah, tu passes la journée à essayer de parler à plein d'investisseurs qui ont tous des backgrounds différents. Donc, c'est un peu déstabilisant parce que en tant que dev tool, tu trouves pas forcément le bon interlocuteur qui connaît ton marché. Mais ça reste super intéressant. Et après, bah, en fait, tu as juste 1 minute pour pitcher. Donc, de façon très drôle, on fait tous la queue devant la, la scène de YC, enfin du pitch. On a 1 minute pour dire, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, notre traction et notre ambition et après, Tu te sens comment après 1 minute? Parce que tu sais, l'interview de YC, c'est 10 minutes. ouais, donc ça se réduit de plus en plus. Ouais, donc là, tu as 1 minute. Alors, il se trouve que moi, je l'ai fait 2 fois parce que je me suis fait jeter de YC 2 fois. Mais à l'époque, c'était en personne. Donc, nous, on a été invités à venir depuis Londres. Donc, je connais cette expérience d'être extrêmement frustrée quand tu te dis j'ai eu que 10 minutes. Et quand tu te dis j'ai eu qu'1 minute. Bah, en fait, c'est pas frustré parce que tu sais exactement mot pour mot ce que tu vas dire, quoi. Tu Pas laisses faux, pas les ouais, choses OK. au hasard. Là où l'interview de YC, en fait, tu ne sais pas du tout ce qu'on va te demander comme question. Nous, ça fait 2 semaines qu'on prépare chaque ligne, chaque mot du OK. pitch. Et on s'est entraîné 2 jours avant avec un alumni Demo Day, donc un public plus bienveillant d'alumni de YC. Donc en fait, tu vas, tu fais ton truc, juste faut pas trébucher sur tes mots et après c'est joué, quoi. Et il se passe quoi après ça? Bah, après, tu attends l'inbound, qui vient des investisseurs, Tu en rentres chez gros. toi, tu vas manger une glace et t'attends de recevoir des C'est propositions, vrai des que term le sheets. soir même, tu rentres chez toi, tu décompresses un petit peu et après les jours d'après, c'est, des dizaines de meetings investisseurs par jour. Ouais. Je pense que nous, on n'a pas eu la même stratégie. On était plus en mode, bah, il y a YC qui nous apporte ce inbound d'investisseurs, donc on va parler à tous ces investisseurs et aussi pour voir avec qui on a un fit, qui comprend mieux notre produit. Donc du coup, ouais, c'est des longues journées de pitch, quoi. Et pour toi, la différence sur les 100 investisseurs que tu as pitchés, il y avait peut-être 70% qui étaient américains, c'est ça? Tu m'as Ouais, dit? à peu près, ouais. Ouais. Est-ce que tu vois des grosses différences fondamentales, de mindset ou la manière dont peut-être vous avez été reçus, Mmh. entre les Américains et les autres? Ouais, je pense que la différence que je vois, c'est peut-être les VC européens cherchent, comment ils se dérisquent sur ton projet, alors que l'investisseur américain va peut-être essayer de comprendre quelle est ta conviction, comment toi tu vas réussir à faire ce que tu veux faire, quoi. Donc c'est plus des questions sur comprendre vraiment ton marché, comprendre ton profil, comment tu réfléchis au problème et quels sont tes next steps, plutôt que de comprendre, OK, bah, où est-ce que tu en es? C'est quoi les risques? C'est quoi, tes compétiteurs, le marché, ceci, cela. Donc je pense que c'est ces différences-là de mindset, quoi. Tu te prends pas mal de claques quand tu es à YC. Toi, Ouais. après les 3 mois, avec ton cofondateur, je crois que vous êtes 2, c'est ça? Ouais. Quelle est la leçon principale que tu as extraite de ces 3 mois ici? La leçon principale, je pense que c'est qu'il faut vraiment se confronter en permanence au marché. Et il y a un mot que j'avais lu, dans dans quelqu'un qui expliquait comment il avait pivoté, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est vraiment d'avoir tout le temps l'honnêteté intellectuelle de: «Est-ce que ce que je fais là maintenant, j'y crois vraiment? Est-ce que je suis pas en train de moi-même me raconter des mensonges sur mon produit, il est génial, mais si c'est juste les clients qui ont rien compris?» Donc c'est vraiment en fait, hem, aller parler aux clients, oser leur demander: «Mais est-ce que tu trouves que mon produit, il est nul ou pas?» Bien Enfin, sûr.
et vraiment avoir des vraies réponses et pas avoir peur de devoir tout jeter, faire un 180 degrés. Et plus vite tu sais que tu vas dans un mur et mieux ce sera pour toi, quoi. De recommencer à zéro, en fait. À 0 ou pas à 0, à 80, je sais pas, Ouais. mais Ouais. itérer comme ça, quoi. Et c'est une super transition parce que Jane, toi, tu as un peu dû faire ça parce que c'est aussi une question de ce que tu abandonnes quand tu déménages. On parle que de ce que tu vas chercher, mais toi, tu as laissé une boîte derrière toi, tu es allé faire un MBA à Harvard. Maintenant, tu es de l'autre côté des États-Unis puisque Harvard, c'est à côté de Boston, donc à Cambridge. Ici, on est à San Francisco. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Pourquoi faire un stage ici? Et c'est un stage de 3 mois dans lequel tu es. Et comment tu vois le reste de l'aventure? Ouais, donc je rêvais aussi toujours, je rêvais d'aller à Harvard et je rêvais aussi de vivre à San Francisco à un moment. Tu réalises tous tes rêves, j'adore. Exactement, je les coche comme ça. J'ai pas de bucket list, mais je devrais peut-être en faire une pour pouvoir cocher. C'est très agréable de cocher les choses sur sa to-do. Je sais pas, je pense en étant à Station F et tout ça, on parle quand même beaucoup de Y Combinator. Ok. C'est un peu donné en exemple de Station F, même si c'est des modèles très très différents. Et ça reste, je sais pas, la Silicon Valley, le berceau de l'entrepreneuriat. Donc j'avais vraiment envie d'aller voir. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai rien à perdre, c'est un stage de 3 mois, je vais aller voir comment c'est de l'autre côté des États-Unis. Mhm. Et c'est facile de rencontrer des Américains ici? Des Américains? Ouais, parce que là, tu travailles pour des Français. Donc, je me pose la question, quand tu arrives ici, parce que moi, j'ai été expatriée pendant longtemps aussi. Enfin, pas expatriée, j'étais en contrat local à chaque fois, mais je suis partie de mon pays d'origine et j'ai dû me créer un tissu local. J'avais des discussions ce matin avec une fondatrice super qui s'appelle Marie Schneegans, que j'ai backée aussi. On parlait de ça, en fait. C'est quoi l'expérience quand tu arrives ici, en fait, avec tes Françaises, même si tu parles extrêmement bien anglais? Est-ce que c'est facile de se faire des relations locales? Ouais, alors les gens disent tout le temps, et même les Américains, qu'il y a énormément de Français à SF. D'accord. Je sais pas si les autres le confirment ou pas. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des process avec plusieurs boîtes pour mon stage, et à la fin, j'avais plusieurs offres. Et en fait, je sais pas si c'est. Je pense pas que. Enfin, je pense que le produit m'intéressait énormément, ce que faisait Vera, et j'adorais les deux cofondateurs qui sont hyper smart, hyper optimistes. Et peut-être que j'ai aussi voulu travailler avec eux parce qu'ils parlaient français et que ça me manquait un peu de parler français. Mais je suppose que ça aurait été plus facile de rencontrer les Américains si je travaillais pour une boîte américaine. Après, c'est le sujet qui te passionne aussi chez Vera, tu l'as pas dit, mais c'est Ouais. intéressant. Enfin, tu peux en parler peut-être rapidement. Oui, tout à fait. Donc, en gros, ils font un moteur de recherche pour les papiers médicaux. Donc, moi, si je suis un médecin et que je suis devant un patient dont je comprends pas trop certains aspects de, je sais pas, la médication ou les rendez-vous qu'ils ont pu faire précédemment avec d'autres médecins, je peux simplement poser la question à Vera et Vera va me poser des petites questions de follow-up et ensuite me dire, je sais pas, quel dosage de lévothyrox pour l'hypothyroïde le patient a besoin. Et donc, c'est hyper intéressant. Là, le travail que je fais, donc c'est un peu entre produit et tech. Là, je viens de mettre un truc en prod, donc c'est une grande journée. Félicitations. Mais avant, j'ai passé 3 semaines à faire, je sais pas, 30, 40 interviews avec des médecins. Et donc là, pour le coup, je rencontre plein d'Américains. En fait, c'est peut-être ça. Enfin, dans Vera, pour l'instant, on est une équipe de 5 ou 6. Tout le monde est francophone, mais on parle que à tous les gens avec qui on interagit en dehors de la boîte sont anglophones et en général américains. Vous êtes toutes les 3 ici depuis quelques mois ou quelques années. La question que j'ai, c'est ça ressemble à quoi le futur pour vous? Parce qu'ici, on a l'impression d'être quelques années en avance. Il y a des Waymo, donc des voitures qui conduisent sans conducteur dans les rues. On a un peu la sensation d'être dans le futur. Parfois, quand on est ici, c'est un peu difficile à expliquer et un peu ambivalent en ce qui me concerne. À la fois, il y a des choses que je trouve extraordinaires et des choses que je trouve bizarres. Pour vous, c'est quoi le futur? Qu'est-ce que vous voyez ici et que vous voulez rapporter à la France et les gens qui vont écouter ce podcast? Alors, moi, j'ai peut-être une petite anecdote pour vous donner le temps de réfléchir, parce que moi non plus, j'ai pas la réponse, qui est que j'ai parlé de ton livre à la mère d'un de mes amis qui se trouve être en train de montrer une start-up et avec qui je suis en coloc actuellement. Donc lui, il vient de sortir de YC, il était dans le même batch que toi. Elle comprenait pas trop ce qu'il était en train de faire. Il lui disait, bah voilà, je travaille sur cette boîte, on fait genre des enclaves pour l'IA. Il parle comme ça à sa mère? Je comprends. Je sais pas, c'est comme ça qu'il parle. Il travaillait tout le temps, il habitait avec ses cofondateurs, il avait beaucoup de pression, il se faisait plus à manger, elle était là, mais c'est quoi? Il était même pas comme ça quand il était en prépa, quoi. Et donc, elle a lu ton livre, elle m'a dit, ah bah, c'est incroyable, je comprends ce qu'il est en train de traverser, je comprends ce que c'est SF. Donc, Merci. ouais. Mais c'est sûr qu'avant de venir ici, on comprend pas trop. Enfin, nous, on est toutes les 3 dans l'environnement startup. Je suppose qu'il y a plein d'autres bulles dans SF. Mais c'est pas évident de comprendre à quel point c'est intense. Et c'est vrai que la culture startup ici, c'est tu travailles tous les jours, quoi. Tout le temps.
Enfin, c'est un peu ton mode par défaut, c'est de travailler. En tout cas, j'ai l'impression. Je disais à une amie, j'ai l'impression, alors je vais souvent à Paris quand même parce que notre équipe engineering est en Europe. Et quand je rentre à SF, je suis en prépa. C'est comme quand tu rentres à l'internat, genre. Exactement. T'aimais bien la prépa? Moi, j'adorais la prépa, mais moi, je fais partie de ces gens qui ont adoré la prépa. Mais... Et toi, Claire, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si c'est le futur, mais effectivement, je pense qu'il y a juste une différence de mindset, quoi. Je dirais pas que c'est plus futuristique ici, parce qu'il y a peut-être des cultures où c'est moins la culture d'être tout le temps dans le travail, dans le hustle, etc. Enfin, il y a quand même des boîtes ici qui se vantent d'avoir des employés qui travaillent 7 jours sur 7, qui dorment sur des matelas dans le bureau. Et je pense pas que c'est quelque chose qui convienne non plus à tout le monde, à toutes les cultures, il faut aller jusqu'à là. Mais je pense qu'il y a au moins une volonté de faire les choses un peu plus à 100% ici, qui, je pense, est plus marquée ici qu'en France. Et je pense que, moi, personnellement, ce que ça m'a montré, c'est, je pense que quand j'étais en France, mes ambitions, elles étaient là. Et maintenant que je suis aux États-Unis, mes ambitions, elles sont, voilà, hors du cadre. Et ouais. Génial. Mais ça, c'est sûr que c'est une expérience que tu peux pas te décrire, je pense, même si, en l'occurrence, j'ai essayé de la transmettre, moi, dans mon livre. Mais parfois, moi, j'arrivais même pas à raconter à mon mari. Je savais pas comment expliquer, en fait. Parce que c'est très bizarre à expliquer. C'est que c'est vraiment un mindset qui est différent. Ça n'empêche que c'est une culture qui est particulièrement difficile parce que, effectivement, il y a aussi du hustle porn, les gens qui encouragent à bosser tout le temps. Et je pense qu'il y a aussi ce sentiment d'être toujours obligé d'être en haut de l'innovation. Et il y a une ligne un peu fine entre être attiré par quelque chose qui est en fait beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a connu et en fait de se retrouver dans le scarcity mindset, donc la mentalité de rareté. On a l'impression qu'il y a que quelques-uns qui vont survivre si on se bouge pas. Donc, moi, je trouve que c'est à la fois hyper hypnotisant d'être ici, mais à titre personnel, j'essaye de faire la part des choses parce que rien n'est génial ou horrible. Il y a toujours une nuance dans tous les modèles. Et ici, ça échappe pas à la règle. Alors, on arrive presque à la fin de ce podcast. Déjà, merci. Je trouve ça hyper intéressant et je me régale de vos histoires. J'ai des petites questions qui viennent de personnes qui vous connaissent, que j'ai contactées secrètement hier. Donc, je vais commencer par une question de Pierre Bétouin pour Claire. Ok. Pierre qui est Pierre qui était le fondateur d'une start-up qui s'appelait Screen de cybersécurité, qui s'est fait racheter par Datadog il y a quelques années, et Pierre qui est un passionné, on peut le dire, de Y Combinator, à qui moi j'avais parlé à l'époque aussi où on avait postulé pour Y Combinator. C'était lui qui m'a dit que ce serait une bonne idée de faire un no YC programme, donc de venir quand même habiter ici sans avoir fait Y Combinator, ce qu'on a fait avec mon équipe. Alors, c'est une question intéressante. Bill l'a fait il y a quelques années. YC, toi, tu l'as fait très récemment, parce que tu viens juste d'en sortir. Et sa question, c'était « Is YC still YC ?» Tu l'as pas forcément connu avant, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que certainement, qu'est-ce que tu arrives à extraire? On parlait tout à l'heure du batch de 2014 où il y avait que 15 startups. Qu'est-ce que tu arrives à extraire quand il y a 150 startups? Du coup, c'est un peu dur de répondre vu que je sais pas comment c'était avant, mais en tout cas, je trouve que ça a une valeur vraiment incomparable. Et je pense que les deux valeurs principales que je vois, c'est cette stimulation vers le haut, d'être entouré d'entrepreneurs qui sont super ambitieux, super rapides dans leur progression. Donc un peu cette peer pressure, mais assez positive. Et la deuxième chose, c'est d'être accompagné en fait par des anciens entrepreneurs qui sont passés par là. Et peut-être que du coup, il y a aussi plus de partenaires chez YC maintenant pour ça, pour que chaque partenaire puisse accompagner chaque startup. Et nous, on était accompagnés par Nicolas Dessaigne, qui est le fondateur d'Algolia. Donc, c'est quand même des conseils qui sont assez précieux et qu'on n'aurait pas pu avoir sans YC, quoi. Absolument. Et Algolia, c'était une des premières startups, je crois qu'ils l'ont fait YC en 2014 aussi, en même temps que Front et Checker, qui était une startup française aussi, qui avait levé 9 millions après avoir fait 3 mois. À l'époque, c'était énorme. Et c'est pas toutes les boîtes de YC, il faut le rappeler quand même, toutes les boîtes qui font YC ne lèvent pas ce genre de montant. Mais c'est un des premiers, je pense, à avoir créé ce modèle où il était aux US et en France en même temps, et toi, tu as ton équipe d'engineering aussi qui est en France. La deuxième question, ça va être pour toi, Anto, et ça vient de Thibaut LZR.
qui est donc le fondateur de plein de choses, mais entre autres de Exa récemment, donc de eFounders. Il est aussi fondateur d'Iconic House. Il a eu aussi une startup qu'il a revendue à Adobe dans le passé. Et je vais te dire ce qu'il a dit. Il a dit « Je suis impressionné par ton don d'ubiquité. J'ai l'impression qu'un jour, tu es au bureau, donc au bureau de la Cristallerie dans le 10e arrondissement de Paris, et l'autre à San Francisco. Comment fais-tu pour gérer cette double vie ?» C'est très dur. Real talk, c'est bien. Le décalage horaire, je me lève très tôt. J'essaie de trouver un rythme où je rentre à Paris tous les quarters. Ce matin, j'ai rebooké une semaine pour passer 4 jours à Paris. Donc, c'est toujours... j'ai toujours le FOMO, en fait. Là, je suis là, mais je me dis peut-être que j'aurais dû aller à la soirée d'Exa qui est en ce moment, je crois. Vous dites tous bonjour, car moi, je suis là aussi. Je sais pas. J'essaie d'être partout. J'essaie de trouver du leverage aussi dans l'équipe. Et donc, de trouver des gens qui font les choses à ma place. J'ai eu beaucoup de mal en fait à passer d'un mode où je me suis dit c'est moi qui dois faire ça à en fait mon rôle c'est de créer talent density dans l'équipe, donc avoir des talents et qu'ils arrivent à bien faire leur travail, à être motivés, etc. Qui est un effet d'émulation et de stimulation intellectuelle parce qu'il y en a assez, c'est ça qui est... Exactement, et trouver les bonnes personnes, alors les bonnes personnes pour les compétences mais aussi pour le fit. Donc j'ai eu du mal à me dire à un moment, 100% de mon travail, c'est pas d'exécuter des choses, mais c'est de créer cet environnement où que les gens arrivent à travailler entre eux. Et donc là, un de mes défis en ce moment, c'est d'arrêter de faire des choses en mode IC, donc individual contributor, mais de me dire en fait, il faut que quelqu'un fasse ça, ou qu'un process fasse ça, ou qu'un agent AI fasse ça, peu importe, mais qu'il faut que ça arrête de dépendre de moi, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Après, pour le truc d'Europe et États-Unis, je sais pas comment. Alors, j'en ai beaucoup parlé à Nicolas Dessaigne aussi. Personne n'a trouvé de solution, je pense, à part se lever tôt, se coucher tard. Et voilà. Mais je pense qu'il y a aussi un truc de prendre les bons côtés de là où t'es. Donc moi, je connais beaucoup de Français qui se plaignent de San Francisco. C'est pas une vraie ville, la nourriture est pas aussi bien, etc. Mais à un moment, on est là, donc autant prendre les côtés positifs. Et pareil, à Paris, du coup, j'ai toujours beaucoup aimé Paris, mais j'adore encore plus Paris maintenant que j'y retourne. Donc il y a aussi un mindset, je pense. C'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai jamais été aussi reconnaissante ou grateful, les Américains disent, depuis que j'ai vécu 14 ans à l'étranger. Et je vous raconte une anecdote. Il y a pas longtemps, j'étais chez le kiné en France et je lui dis ça coûte combien ? Elle m'a dit c'est gratuit. Enfin, c'est payé par la carte vitale. Et je lui dis mais ce pays est génial. Et elle a étouffé un rire. Et j'ai dit on vous le dit pas souvent. Elle m'a dit non. donc on se rend compte de ça en fait. Mais j'ai une anecdote, c'est ici, la santé coûte très très cher. Par exemple, j'ai passé 5 jours à l'hôpital, la facture c'était $125. Non, vache. J'ai une assurance, mais désolée incroyable. Déjà, mais c'est incroyable. Mais les gens se plaignent moins. Mais t'avais une assurance pour ce... J'ai une assurance, donc c'est toute une histoire, mais les gens se plaignent moins. Alors, ils ont moins d'acquis sociaux, entre guillemets, mais ils se plaignent moins, et c'est plus à eux, en fait, de... Pardon ? Vas-y, tu peux couper ta galère. C'est plus à eux, en fait, de faire quelque chose avec ce système et de réussir malgré ce système ou avec ces contraintes-là, que d'attendre qu'on leur donne quelque chose. Bien sûr. Donc c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais c'est très vrai. Quand on regarde le système de santé, il est violent aux États-Unis. Et les gens se plaignent beaucoup moins, quoi. Ouais, voilà. J'étais avec une amie qui à Los Angeles il y a quelques jours qui me rappelait que c'est... Vous savez, vous connaissez le prix d'un accouchement ici ou pas ? C'est genre 40 000. C'est entre 20 et 40 000 en fonction de si on a un accouchement naturel ou une C-section, donc une césarienne. Je vais vous dire quand même, moi, je me suis posé la question de déménager ici. J'avais déjà un enfant et je voulais en avoir un deuxième. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Parce que d'imaginer qu'on va payer 2 fois plus cher si on a une césarienne, t'imagines la charge mentale. En fait, les gens ne comprennent pas le luxe que c'est de ne pas avoir à se soucier de ce genre de trucs. Donc, c'est une société qui est fondamentalement basée sur des principes différents, notamment la répartition du capital, qui fait que ça a des conséquences sur la mentalité au quotidien, que ce soit dans la tech ou en dehors de la tech. Merci pour ça. Alors, j'ai une autre question qui vient de la part de Aïon, qui est Aïon, pardon, excuse-moi, merci. Je ne sais même pas si je le prononce bien. Aïon, ok, ta cofondatrice, Aïon Park, ta cofondatrice chez Omena. Alors, elle me l'a posée en anglais, mais je vais la traduire. Ça te dérange pas si je me le lis ? Oui.
C'est quoi cette question? C'est normal, fair enough. Merci, je trouve que c'est fair play. Est-ce que tu es contente d'avoir fait Harvard ou est-ce que tu regrettes? Ah, c'est une bonne question. L'adaptation a été très, très dure. Je suis arrivée aux US et je me disais: «Trop bien, je vais à Harvard, de toute façon, je sais comment ça marche les US», enfin, on T'étais était déjà allée à Boston avant ou j'étais déjà allée à Boston, ouais, D'accord. voir, Et voir juste des pour amis. expliquer, parce que Ouais, franchement, je trouve ça complètement fou. ouais, C'est-à-dire que Harvard, c'est en face de Boston, à ouais. Cambridge, et ça ressemble un peu à Poudlard pour ceux qui ont lu Harry Potter. Donc déjà, tu as un peu l'impression d'être dans un rêve quand tu es là-bas. C'est sur un campus américain incroyable. Enfin, Ouais, complètement. Et moi, je suis arrivée en Birkenstock, c'était pas du tout le bon uniforme. Mais ouais, c'est vraiment un endroit magnifique. Enfin, s'il y a des auditeurs qui un jour ont la chance de passer à Boston, ça vaut le détour. Et je peux leur faire visiter d'ailleurs, s'ils m'envoient un message sur LinkedIn. attention, on retient. J'adore montrer le campus. Donc je suis arrivée là-bas et je me disais: «OK, j'ai compris comment fonctionnent les États-Unis, j'ai été bercée à la musique américaine, à la culture américaine». Et donc je me disais: «OK, enfin j'ai compris, je sais quelles vont être les différences avec la France». Bah, après avoir écouté Ariana Grande et Taylor Swift, tu t'es dit, c'est bon, j'ai compris. Exactement. Ce qui est peut-être un peu saut de ma part, j'en conviens. Non, mais moi, je suis pareil. J'ai tout compris après avoir écouté l'album des Destiny's Child 150 000 fois. Ouais, puis j'ai quand même lu tout le blog de Paul Graham. Enfin, j'ai d'autres sources américaines, ouais. Et en fait, il y a des grandes différences avec la France que tu sens plus quand tu vis là-bas au quotidien. Faut savoir qu'en MBA à Harvard, c'est 70% d'Américains et 30% d'internationaux. Donc c'est quand même une ambiance très, très, très américaine. Et même les internationaux, en général, viennent du conseil de la finance, où il y a un peu une culture global corporate culture, qui ressemble pas mal à la culture américaine, je pense. Et en fait, je sais pas, il y a des choses un peu sottes, mais pour moi qui ont été un peu difficiles. Par exemple, le fait que le sarcasme soit pas hyper répandu Tu aux peux nous US. donner un exemple de ça? Un moment où tu t'es sentie seule au monde parce que tu as fait une blague? Oh là là, il y en a trop. J'ai pas d'exemple particulier, mais enfin, globalement, ça passe pas. À part avec 5% des Américains qui sont... Enfin, les Américains qui sont sarcastiques sont les personnes les plus sarcastiques que tu pourras rencontrer, c'est des démons. Donc il y a vraiment des Américains très, très drôles. Mais enfin, pendant tout l'automne, j'ai arrêté de faire des blagues. J'étais en mode, OK, je ne me prendrai pas un blanc de plus. Je souris parce que j'ai vécu ça aussi et c'est bizarre parce que si t'es quelqu'un qui aime bien utiliser l'humour pour socialiser, en fait, t'as l'impression de plus avoir ta propre identité. Exactement. Parce que t'es pas drôle. Ouais, et un autre truc, donc, enfin, je pense qu'en tant que Française, j'adore me plaindre. Et je suis Merci de arrivée... l'avouer. Ouais, bah quand même, franchement. Je sais pas, c'est une manière de... Je sais pas, quand tu connais pas quelqu'un, bah, un truc que tu peux avoir en commun, c'est de te plaindre du temps, de la météo, de la politique, de tout. Enfin, c'est un truc qui rapproche. Et en fait, aux US, quand on te demande, tout le monde te dit tout le temps « Hi, how are you ?» Et en fait, pendant la journée d'introduction, d'accueil des internationaux en MBA à Harvard, on nous a dit « When people say « Hi, how are you ?» You're supposed to answer « Yes and you ». T'es pas censé répondre. On nous a dit explicitement qu'il fallait pas répondre. Et faut toujours être positif et jamais se plaindre. Donc ça, pareil, une petite phase d'ajustement, quoi. Je voulais enchaîner parce que c'est parfait comme transition sur un petit jeu sur les différences culturelles entre les États-Unis et la France. Donc le jeu est assez basique. Il faut que vous expliquiez des termes qu'on entend tous les jours ici dans l'écosystème, comme si vous l'expliquiez à un enfant de 5 ans. Vous êtes prête? Oui. Ok, alors le premier, ce sera pour toi, Jane, c'est toxic positivity. Alors, j'ai pas beaucoup d'enfants de 5 ans dans mon entourage, donc je me rends pas trop compte de leur acuité intellectuelle. Mais la toxic positivity, c'est je sais pas, c'est de se faire mal aux pieds et de se dire « Oh, I'm lucky to be alive », quoi. C'est une incapacité à exprimer des émotions négatives. Ouais, ou de l'empathie pour les émotions négatives des gens aussi. Tout à fait, merci. L'empathie, je sais pas si c'est un mot qui est dans le vocabulaire des enfants Je de me 5 ans. disais la même chose, mais je vais pas le dire. Le visa O1, Anto. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette bête dont on entend très, toujours très parler? dur comme exercice. C'est quand tu vas habiter aux États-Unis, mais tu sais pas trop comment. Et dans ce cas-là, il faut que tu rassembles des articles de journaux pour dire qu'on a parlé de toi, que tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour être accepté à l'immigration aux États-Unis. Voilà. Et je voulais enchaîner sur le fait que tu as écrit un article en disant que c'était très difficile d'être une fondatrice introvertie et de faire ta propre promo. Tu t'es fait gronder, je crois, par Rafi, parce que tu n'avais pas partagé un article qui parlait de toi dans les Échos. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour parler de toi en étant introvertie? C'est horrible, en fait. En fait, je me dis, si je le fais pas, je diminue les chances de ma boîte et que c'est pas que à propos de moi, c'est pour mon équipe, pour tout le monde.
Donc, mon job, c'est de le faire, en fait. Mhm. Et comment je me sentirais si quelqu'un d'autre le faisait à ma place. Enfin, un concurrent, quelque chose comme ça, qui aurait pas un produit aussi bien, mais parce qu'il parlerait plus fort, serait plus connu. Comment je me sentirais? Je me sentirais mal et donc du coup, je me pousse à le faire. Et donc me voilà ici aujourd'hui. Hyper clair, bravo, merci d'être sur ce podcast. Claire, fake it till you make it. Je dirais que c'est comme quand tu es à l'école et que tu ne connais pas la réponse à une question et que tu vas dire des choses pour faire semblant que tu as fait tes devoirs, mais que tu les as pas vraiment faits et que ça va finir par... Enfin non, je Non, je mais suis peut-être assise sur la Si, mauvaise non, mais anecdote. t'inquiète pas, c'est très bien, c'est juste de surenchérir. Ouais. J'avais demandé à ChatGPT, je vais vous dire ce qu'il a dit, ou à Mistral, pardon, je vais me faire gronder. Il a dit, c'est comme mettre des talons trop grands et faire semblant de ne pas tomber jusqu'au jour où tu marches comme, avec tes talons comme Beyoncé. Très bien, très bonne anecdote. Top. Alors, la prochaine question, c'est le growth mindset. Jane, comment t'expliquerais ça? Un vrai enfant de 5 ans, cette fois-ci. Un Français. En vrai, je sais même pas exactement ce que ça veut dire, moi, à mon âge, et en anglais. Mais c'est l'idée que tout ce qui te fait... tout ce qui augmente tes chances de réussir est ce que tu devrais être en train de faire. Et donc, plutôt que de jouer avec les jeux avec lesquels tu sais déjà jouer, qui t'apportent beaucoup de confort parce que tu les connais déjà, d'aller vers des jeux que tu connais pas et d'aller parler aux élèves plus grands dans l'espoir que ça t'apporte quelque chose ou que ça te fasse grandir un peu plus vite que tu ne serais grandi autrement. C'est super. Et c'est une notion centrale ici, aux États-Unis. Le product market fit, Anto. C'est quand tu fais quelque chose que les gens veulent. C'est la phrase de YC. Make something people want. C'est très bien, exactement. Et comment, Claire, tu décrirais le concept de work-life balance? C'est quand tu dois bien équilibrer entre le temps que tu passes à faire tes devoirs et le temps que tu vas faire des jeux vidéo ou autre chose, quoi. Et est-ce que c'est possible d'en avoir du work-life balance ici dans la Silicon Valley à San Francisco? Je pense que c'est possible, mais qu'il faut vraiment définir quelles sont les priorités. Et aussi, le work-life balance, c'est pas forcément quelque chose à un instant T, ça peut être quelque chose qui est optimisé dans le temps. Donc, je trouve que ce qui est bien à San Francisco, c'est que justement, ça nous focus sur le travail. Et quand on n'est plus à San Francisco, on fait autre chose, on se focus sur notre famille, sur des amis, mais ça permet d'être dans le temps, à avoir un seul focus à la fois, quoi. Et bien, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai juste une dernière question pour vous trois. Et puis après, je vous laisse filer parce que time is money. On est à San Francisco, il faut aller bosser après. Mais la question, c'est est-ce que vous avez une chose que auquel vous croyez dans le passé, avant de venir ici, auquel vous croyez plus? Vous avez le droit de prendre votre temps. On coupera tous les blancs. En anglais, c'est What was one thing that you used to believe that you don't believe anymore? Moi, je pense que ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que j'avais une vision du maximum où je pouvais aller, qui était très capée. Si je regarde les objectifs, moi, je me suis donné en début d'année, c'est je veux faire une série A dans 5 ans, quoi. Et maintenant, quand je regarde ça, je me dis, mais non, il faut que je fasse ça Dans 1 an. avant. Ouais, c'est dans 1 an et il faut aller plus vite. Et en fait, peut-être que je peux avoir une licorne, une décacorne. En fait, je pense que ça m'a enlevé un plafond de verre que j'avais en France, quoi. Génial. Merci. Jane? J'arrive pas à très bien formuler cette idée, mais en traînant avec pas mal de consultants à l'école, je me suis rendu compte, donc vous allez me crier dessus et sûrement tous les consultants qui écoutent, j'avais l'impression que leur travail, c'est de toujours réorganiser leur travail. Donc c'est comme si la moitié de ton travail, c'était juste de réorganiser tout le temps, resynchroniser avec le client, refaire tes slides, les modifier. C'est complètement faux. Mais c'est une grosse partie, je pense. Ouais. Une grosse partie, c'est collecter l'information, la cliner. Ouais. Donc une espèce de processus itératif, quoi, de se réorganiser, se resynchroniser. Exactement. Ouais. Et en fait, je pense qu'en France ou chez Oménage, j'avais l'impression que le fait de faire ça, c'était une perte de temps. Qu'en fait, la partie organisation
c'était une perte de temps. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui structure et c'est ça qui te fait avancer. Et donc, je me demande, c'est un peu ce que tu disais plus tôt en disant, maintenant, la boîte a grossi, j'ai plus envie de faire de l'IC work. Et maintenant, je vais être genre plus structurante. Et toi, Anto? Je pense que j'apprécie plus la France, peut-être. On apprécie plus les choses qui sont moins, donc voilà, je pense que la France a beaucoup apporté. Même sur le truc de la tech, c'est pas pour être politiquement correct, hein, mais je pense qu'on a énormément à faire. C'est juste un peu de mindset qui nous manque, mais beaucoup de voilà. talent, beaucoup de potentiel. Énormément, les ingénieurs sont incroyables en France. Enfin, tout le monde le dit, hein, mais c'est vrai quand on le voit ici. Et je pense que je pensais pas que c'était autant provoquer sa chance. Alors pour la petite histoire, j'avais ma green card et je l'ai laissée expirer parce que je voulais pas habiter ici, alors que mon père voulait absolument que je travaille ici. J'ai attendu qu'elle expire. On finit toujours par faire ce que papa veut, de toute façon. Exactement. Mais je pense que vraiment, c'est maximiser ses chances ici, en fait. Pour les gens qui aiment le drive, aiment l'ownership sur les choses. Et j'étais pas convaincue quand j'avais 18 ans, je pense. Merci. Jane, est-ce que tu as une réponse? T'es pas obligée. Hein. Je pense que j'en ai trop. Ouais. Je suis sûre que tu en as plein, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que juste pour recontextualiser, mais en fait, on déconstruit forcément quand on est confronté au quotidien à une culture qui n'est pas la nôtre. C'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment être fermé et rien absorber. Mais je pense que vous êtes toutes très intéressées très curieuses. Et donc, on absorbe forcément des trucs. Et c'est là où, moi, je trouve que ça devient intéressant. C'est quand on abandonne certaines choses qu'on pensait être vraiment très importantes et centrales à notre identité. Ouais, je pense qu'un des trucs, c'est peut-être... Moi, j'ai un caractère un peu cynique, je dirais. Un peu par choix. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que je suis. Je pensais que un des côtés de ce truc-là, donc le réalisme, était hyper productif. Et donc les Américains, on parlait de toxic positivity avant, mais sont aussi toxically optimistic. Et je pense que c'est plus productif que d'être réaliste. En tout cas en early stage, je sais pas pour la suite. Donc tu recommandes aux gens d'être optimiste, même si c'est trop, même si c'est le cliché de l'optimisme? C'est un peu ce que tu parlais au début de genre, quelque chose comme if you don't ask for it, you're not gonna get it. Je pense qu'être optimiste, ça te permet d'apply à YC et toutes ces choses-là, et donc d'optimiser pour désolé pour tous les anglicismes, mais genre le long-term outcome. Donc, si t'es optimiste, tu vas faire des grands... Le bénéfice sur le long terme, ouais. Ouais, et tu vas juste jeter des dés. C'est un jeu où t'as pas beaucoup de chances de gagner, mais c'est pas grave, tu vas quand même tenter. Mais voilà, ça vaut le coup d'être optimiste et de faire des gros paris. On arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup les filles. Déjà, je vous ai pas invité que parce que souvent on invite les gens sur les podcasts parce qu'ils ont réussi. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, vous représentez aussi des rôles modèles juste par la manière dont vous êtes en train de réussir. Et vous créez une autre voie. Donc, merci d'avoir partagé vos expériences et je vous souhaite une super continuation. Merci Marie. Merci.